Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du cribbage. Alors le cribbage, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes très traditionnel inventé dans les années 1600 et des poussières. Donc c'est un jeu qui a su traverser les âges quand même, puisque c'est à ce jour, je pense, l'un des jeux les plus joués aux États-Unis, voire même au Canada. Donc c'est un jeu qui est très connu par-delà l'océan Atlantique et qui est paradoxalement totalement inconnu chez nous ou presque. On va rencontrer quelques joueurs qui connaissent, mais le plus généralement, ce sont des joueurs qui l'ont découvert justement aux USA ou au Canada. Alors le cribbage, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pour 2 joueurs essentiellement, même si on va trouver des variantes à 3 et à 4 joueurs, mais qui ont un petit peu, voire beaucoup moins d'intérêt à mon sens. C'est un jeu qui se distingue des autres, ce n'est pas un jeu de pli, comme la belote, le whist, le bridge ou autre joyeuseté. Ce n'est pas non plus un jeu de collection, un jeu de rami, comme le gin rami ou autre. C'est vraiment un jeu à part entière. En fait, c'est même quelque part 3 mini-jeux. On va dans une partie de cribbage, chaque manche est constituée de 3 phases, et chaque phase a ses particularités, a ses stratégies, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est assez différenciant des autres et qui aussi a l'avantage d'avoir son petit folklore, notamment ici vous allez le voir, hop, une petite planche de cribbage. Donc une planche de cribbage, il en existe des milliers, si ce n'est pas plus, et chaque planche, peu importe le modèle, se caractérise par quelque chose qui est très simple, c'est des points, des trous qui vont de 1 à 121, qui correspond donc au point qu'il va falloir marquer pour gagner une partie de cribbage. Et surtout, ce va se caractériser par ces petits pions, ces petits pegs, donc ces petites tiges en bois qui vont se déplacer au fil des points marqués par les joueurs. Et au cribbage, en fait, pourquoi on a inventé cette planche-là à la base? C'est parce qu'à chaque fois qu'on marque des points, on va déplacer le pion le plus en retrait sur la piste. Par exemple, ici, j'ai gagné 3 points, et si j'en regagne 2, je déplace comme ça, et si j'en regagne 3, je me déplace comme ça. L'idée, c'est à chaque fois d'avoir le pion de derrière, qui est le backup, entre guillemets, la sauvegarde du score précédent. Et comme c'est un jeu où on compte souvent ses points, ça reste toujours plus pratique qu'une feuille de papier, même si vous l'aurez compris, il est très facile de remplacer une table de score qui va jusqu'à 121 par une feuille de papier si ça vous chante. Donc ceci est totalement optionnel, mais vous allez voir que si vous aimez le cribbage, il y a de fortes chances que vous achetiez votre planche, traditionnelle ou non, peu importe, mais c'est en général très rarement dissociable du cribbage. Donc le cribbage, comment ça marche? Le principe est simple, il y a un donneur et il y a un non-donneur. Alors, dans la littérature, souvent on l'appelle pawn, vous l'appelez comme vous voulez. Le donneur, c'est très important d'en tenir compte, puisque le donneur, vous verrez qu'il va marquer 2 fois dans une manche, enfin il va scorer 2 fois sa main, donc ce qui est très puissant, et il est scoré également en deuxième, donc on compte ses points toujours en dernier, ce qui est aussi très important, puisque j'ai évoqué les 121 points. Il faut savoir que le cribbage est une mort subite. Le premier qui arrive à 121 points met fin immédiatement au jeu, donc même si le donneur avait potentiellement plus de points dans sa besace, il se peut qu'il meure avec, malheureusement, puisqu'il n'aura pas le temps de les scorer. Et c'est quelque chose qui est très fréquent au cribbage. Donc le cribbage, comment ça marche? On prend un jeu de cartes, donc un jeu de 52 cartes, nous le mélangeons bien évidemment avec la méthode de votre choix. Une fois que le jeu est bien mélangé, vous en distribuez 6 à chaque joueur, donc de la méthode de votre choix. Pareil, la littérature n'est pas très précise sur le sujet, 2 par 2 si vous voulez, 3 par 3 pourquoi pas. Et une fois que le jeu est mélangé, chaque joueur prend connaissance de son jeu. Ok, donc là voilà, j'ai une main qui est escalée, pour l'instant ça ne vous parle pas forcément, et l'adversaire a également des cartes qui lui sont propres et que je vais donc révéler. Voilà. Donc c'est une démonstration faite à la volée, donc je ne connais pas forcément le tirage, je n'ai pas préparé nécessairement les cartes qui vont sortir, mais c'est pas grave, ça permet aussi comme ça de vous montrer un peu mon processus, mon cheminement intellectuel lorsque je vais écarter des cartes. Donc la première phase du jeu va constituer justement à écarter des cartes pour former une 3e main qu'on appelle le crib. Et ce crib, ce sera une main qui va servir plus tard, lors de la 3e phase de la manche, et qui servira au donneur. Donc du coup ici, d'un point de vue stratégique, si c'est mon crib, ou si c'est le crib de l'adversaire, je vais défausser des cartes qui vont bien évidemment qui vont être favorables pour créer une 3e main bonne, ou à l'inverse, créer une 3e main pourrie, parce que je n'ai pas envie de favoriser le jeu de l'adversaire. Et en même temps, les 4 cartes que je vais garder, ça va être ma main courante pour cette manche, et je souhaite aussi avoir une main à peu près potable. Donc il y a toujours un dilemme ici. Est-ce que je crée un bon crib? Est-ce que je fais une bonne main? Est-ce que je pourris le crib? Est-ce que je garde une main qui va être susceptible de mieux scorer pour la 2e phase? Parce qu'on va voir qu'elle a ses propres règles également. C'est là que la stratégie commence au cribbage, et dès maintenant, il va falloir faire des choix. D'une manière générale, il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux avoir une bonne main et se contenter de ce que le crib a à nous offrir. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Si vous pouvez avoir une bonne main, essayez d'avoir une bonne main. Le crib viendra après. Maintenant, bien évidemment,
parfois, entre deux choix à peu près équivalents, il y en a un qui va améliorer le crib et peut-être pas l'autre, donc ben, on avisera. Donc là, typiquement, on va par exemple écarter deux cartes. Alors à ce stade-là, je ne vais pas forcément vous montrer pourquoi j'écarte telle ou telle carte. Hein. Je vais par exemple écarter ces deux cartes-là pour mon crib. Ok, donc je les mets face cachée. Et le joueur adverse, lui, qui ne sait pas non plus ce que j'ai mis dans le crib, va devoir me donner deux cartes dans mon crib. Donc il va regarder ces cartes et il va lui aussi en mettre de deux côtés. Donc qu'est-ce qu'il va faire par exemple? Il va garder ça, il va garder ça, il va garder allez, ces deux-là, soyons fous. Et il me met ça. Voilà. Donc le jeu maintenant va pouvoir commencer. Donc là c'était la phase 1. Donc avant de terminer la phase 1, une dernière chose, le non-donneur va couper le jeu et le donneur va retourner la carte qui s'offre à lui. Et c'est ce qu'on appelle la cut card. Et cette cut card est très importante, même si elle ne sert pas tout de suite, puisqu'elle va déterminer la 5e carte des combinaisons pour la dernière phase de jeu. Donc pour l'instant on l'oublie. Juste, si cette carte avait été invalée, j'aurais pu directement marquer 2 points sur ma planche de score. Ok, c'est ce qu'on appelle dans le jargon one for his nibs, one for his knobs, one for his knob, nib, au singulier, au pluriel, il y a un peu toutes les variations possibles, ou même certains disent one for jack. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si le donneur a le valet, il a 2 points. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et commence ensuite la phase de jeu, la phase dite de pegging en anglais, puisque les petits pions, je vous ai dit, c'est des pegs, et donc c'est une phase où on va être amené à bouger souvent ces petits pions de 1, 2 cases, voire 3 ou 4, etc. Donc le premier joueur à jouer, c'est toujours le non-donneur, hein, comme la plupart des jeux de cartes en général, et on va essayer de jouer des cartes de manière à, ici à obtenir un total cumulé de 31 points tout pile. Les cartes ont leur valeur faciale, donc le 6 vaut 6 points, le 8 vaut 8 points, l'As est une carte faible dans ce jeu, il vaut 1 point, et toutes les figures valent 10 points. Donc si on fait le calcul des 10 et des figures, donc 3 x 4, 12 et 4, 16, il y a quand même 16 10 dans un jeu de 52 cartes, ce qui est assez important, vous allez le voir ensuite d'un point de vue statistique, puisque ça peut peser lourd. En conséquence, si je m'amusais à mettre un 5 par exemple ici, je vais y revenir plus tard. Donc le but du jeu est d'arriver à 31, et pour ce faire, on va jouer une carte, et à chaque fois on va annoncer le total cumulé. Donc le premier joueur va commencer, il va par exemple ici poser un 8. Je vais moi par exemple poser un autre 8, et je vais annoncer 16, puisque le total cumulé est de 16. Accessoirement, comme mes deux cartes ici sont identiques, je viens de créer ce qu'on appelle une paire. Je vais donc être éligible à marquer 2 points. Donc là, en tant que donneur, je gagne 2 points. L'adversaire, lui, il va poser son valet. Et il va annoncer donc 26. De 26 pour aller à 31, je n'ai plus que 5 points possibles. Or, toutes mes cartes sont plus de 5, donc je suis obligé de passer. Je vais donc dire go. À ce titre, l'adversaire va automatiquement gagner 1 point, sauf s'il arrive à aller jusqu'à 31. Auquel cas, c'est pas 1 point qu'il va gagner, c'est 2. L'adversaire va donc jouer maintenant tout seul jusqu'à ce qu'il soit obligé de passer aussi. Donc j'ai dit nous étions à 26, il a encore 2 As, donc il va faire 27, puis il va faire 28. Dans tous les cas, il gagne 1 point, parce que c'est le plus proche de 31. Ensuite, les joueurs reprennent leurs cartes, mais les mettent de côté, car elles ont été jouées, et on reprend par le dernier joueur qui n'a pas posé de carte, donc moi, je recommence à faire mon total. Donc je vais par exemple ici annoncer 9. L'adversaire ne peut pas jouer, puisqu'il n'a plus de carte, donc il va dire go. Je gagne virtuellement 1 point, que je note pas toujours parce que je peux peut-être encore atteindre les 31, ça l'adversaire ne le sait pas encore. Et donc je continue de jouer tout seul. Donc de mon 9, je vais ensuite poser mon 6 pour annoncer 15. Là, je vais devoir à nouveau marquer 2 points. Car effectivement, donc la paire, on a vu que ça rapportait 2 points, mais les totals cumulés qui atteignent les 15 font également 2 points. Donc là, 9 et 6, 15. Donc 31, ça donne 2 points, mais 15, ça donne également 2 points. Attention, le but, c'est pas de dépasser les 15, c'est de faire 15 tout pile. D'accord? S'il y avait eu un 8 ici, même si les deux dernières faisaient 15, ça ne marche pas. C'est vraiment un total cumulé, donc en partant de 0, j'ai posé un 9, j'ai posé un 6, ça fait 15, 15, 2 points. Et je suis toujours seul à jouer, donc je pose ma dernière carte, 15 et 8, qui font 23. Je n'ai pas atteint les 31, mais je gagne quand même 1 point pour avoir mis la dernière carte, puisque l'adversaire n'a jamais pu en poser une. Et je reprends mes 3 cartes. Et c'est ainsi que se termine la phase de play, le pegging. Donc l'adversaire a joué ses 4 cartes, j'ai joué mes 4 cartes, on va pouvoir passer à la dernière phase, mais avant, un petit zoom sur les combinaisons qu'il est possible de faire en allant à 31. Donc, les 31 points rapportent 2 points, celui qui se rapproche le plus près des 31 sans que l'adversaire ne puisse jouer gagne 1 point, et en cours de route, vous avez vu qu'on pouvait faire le 15, un total cumulé de 15 points, mais on peut faire également une paire, voire même pourquoi pas si l'adversaire derrière avait la 3e carte, un brelan, puisqu'un brelan n'est ni plus ni moins que mathématiquement 3 paires, ça fait donc 6 points, il gagnerait 6 points automatiquement, et si j'avais par exemple le 4e 8, j'aurais même pu faire un carré pour 12 points.
Ok. Ce qui est important de constater, c'est que du coup, on peut réutiliser les mêmes cartes tant que c'est la même continuité de cartes. Donc si je pose mon 8, et que lui derrière, il pose son 8, peut-être que moi je l'avais prévu et que j'avais déjà l'autre 8 et que je lui ai tendu un piège. Donc il est très fréquent au cribbage de tendre des pièges, notamment dans cette phase-là. Hein. Donc ce qui veut dire que j'ai le 9 et le 6, je sais que ça fait 15, je sais que l'adversaire a potentiellement un 9 ou un 6. Si je mets un 9 et qu'il met un 6 pour faire un 15, je le neutralise en mettant mon 6 derrière pour faire une paire. Ma paire de 2 points pour son 15 de 2 points, ça se neutralise. Il est capable comme ça, on est capable comme ça de créer des pièges, hein, de faire des appâts littéralement, hein, avec différentes combinaisons de cartes. La plus connue étant notamment la suite, puisqu'il est possible, si on le souhaite, également de faire des suites. Alors les suites, par exemple l'adversaire annonce 3, je pose un 5 pour annoncer 8, et il pose un 4 pour annoncer 12, et bien là, ça fait 12, mais ça fait aussi une suite. 3, 5, 4, c'est en réalité la suite 3, 4, 5. L'ordre n'a absolument pas d'importance au cribbage dès lors que la suite est ininterrompue. Cette suite-là, ça veut dire qu'elle fait 1 point par carte, soit 3 points. D'accord ? Et attention, parce que l'adversaire, derrière, peut très bien rajouter un 6, par exemple, et faire une suite à 4 points. Là où ça devient plus pervers, c'est qu'une même combinaison, si je vous prends par exemple 4, 5, 6, admettons elle avait été jouée dès le départ, comme ça, ce 4, 5, 6, non seulement il vaut 3 points, mais il en vaut 5 en réalité, puisque c'est aussi un 15, donc il rapporte 2 points. 4 et 6, 10, et 5, 15. Et c'est à peu près tout pour les combinaisons lors de la phase de pegging. Donc, je récapitule, on peut faire total cumulé de 15, 15, 2 points. Une paire, un brelan, un carré pour 2 points, 6 points ou 12 points. Une suite, 3 cartes ou plus qui se suivent et qui ne sont pas nécessairement de la même couleur. D'accord ? Et bien évidemment, 31 points tout pile pour 2 points. Ensuite, les joueurs reprennent leurs cartes. Alors du coup, j'ai pris un peu n'importe quoi comme carte, j'ai tout mélangé, c'est pas grave. Donc on va juste s'assurer que tout le monde ait au moins 4 cartes pour la suite de la démonstration. Vient maintenant la phase de... alors je sais même plus si c'était un 3 à la base, hein, je crois, donc c'est pas très grave, mais c'est pas grave. Voilà. Continuons comme ça. Vient ensuite maintenant la phase de show, the show, là où les joueurs vont abattre leurs cartes. Alors abattre, c'est un bien grand mot, puisqu'en réalité on les connaît les cartes, on vient tous de les jouer lors de la phase de play, donc il n'y a pas de surprise, mais on va toutes maintenant les réabattre en une fois pour calculer tous les points de notre main. Donc on commence toujours par l'adversaire, je vous ai dit c'est très important, parce que du coup ça veut dire que s'il atteint les 121 points en premier, il gagne, et avec toutes ces cartes-là, plus la cut card, il va essayer de combiner ces cartes pour marquer des points. Et ces cartes, eh ben, on va retrouver exactement les mêmes combinaisons à quelques exceptions près de la phase de play. Donc on va pouvoir marquer des paires, des brelans, des carrés, des suites, mais également des couleurs. Les couleurs, ça consiste à avoir toutes les cartes de la main de la même suite, par exemple trèfle ou pique. Ici en l'occurrence je n'en ai pas, puisque j'ai un mélange de pique et de trèfle, donc ce n'est pas une couleur. Une couleur vaut 4 points, 1 point par carte. Et voire même si j'avais la cut carte de la même couleur, ça aurait fait une couleur à 5 cartes pour 5 points. D'accord ? Il est à noter qu'on ne peut pas avoir une couleur. S'il me manquait une carte ici et que j'avais par exemple la cut carte qui était de la couleur qui me manquait, je n'aurais pas pu faire une couleur. Il faut bien que les 4 cartes de la main, à minima, soient de la même couleur, de la même suite. Okay ? L'autre possibilité de marquer des points, c'est le valet. Le valet, ici, s'il est de la même couleur que la cut card, si ça avait été un valet de cœur, j'aurais gagné 1 point. Okay ? One for his heels, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ici, c'est un valet de trèfle alors que c'est un cœur, donc ce valet malheureusement ne coûte rien, et donc il ne me sert à rien entre guillemets dans cette main. Alors, quelles sont les figures ici que je peux scorer ? Bon, la plus évidente déjà, il y a une paire ici, une paire d'as pour 2 points. Mais ces 2 points, si je les ajoute aux 3 ici, et que j'ajoute mon valet, valet ça fait 10, plus 3 et 2, ça fait 5, donc ça fait donc bien 15. Ici, nous avons donc un 15. Donc ma paire plus un 15, cette main, vaut 4 points. D'accord ? C'est pas terrible. Je vous cache pas que c'est pas terrible. En moyenne, c'est plutôt 11 points, une bonne main. Une main correcte, en tout cas, c'est plutôt 11 points. Et ça peut aller jusqu'à 29. Hein, c'est le score maximum théorique d'une main. 29 points. Voilà. Donc, c'est pas terrible, 4 points. Ensuite, une fois que l'adversaire a calculé sa main, je vais calculer la mienne. La mienne, vous voyez ici, déjà, j'ai le valet de cœur, donc je vais gagner 1 point pour commencer. Ensuite, mon valet plus mon 5, ici, fait un 15, ça fait donc 4 points. Ensuite, ici, vous voyez que j'ai 3, 4, 5, 6. Ok, donc 3, 4, 5, 6, ça fait 4 points. Et le 4, 5, 6 en tant que tel, c'est un 15, donc 2 points. Donc si je récapitule, ça fait 4 points, plus 2 points de 15, donc ça fait déjà 6 points.
7 points avec le valet, 8, 9 points avec ce 15. Donc ça, c'est une main de 9 points. Ce qui est déjà mieux. Et ça ne s'arrête pas là, puisque une fois que j'ai scoré cette main, je vais révéler maintenant le crib, je vais découvrir les 2 cartes qui ont été mises dans le crib par mon adversaire, et je vais essayer de faire exactement la même chose. Alors j'ai juste sorti le 3 il reste ici, bien évidemment, ça reste la cut card, et je vais faire pareil. Donc ici déjà, je vois que le 3 de la cut card m'offre une paire de 3. Donc ici, on va essayer de combiner ça, le 10, le 2 et le 3, ça fait un 15, donc ça fait déjà 4 points, et si je remplace ce 3 par celui de la cut card, ça me fait un autre 15, ce qui me fait donc 6 points. Donc ça, c'est une main à 6 points, qui vient s'additionner donc aux points que j'ai récupérés de cette main. J'ai scoré mes 2 mains, on continue le jeu. Alors, une petite exception pour le crib. Le crib, on va compter les points exactement de la même manière qu'une main normale. La seule exception, c'est qu'on ne peut pas faire une couleur à 4 cartes dans le crib. Le crib sera toujours une couleur à 5 cartes, donc avec la cut card qui match. C'est la seule exception, beaucoup de joueurs ont tendance à l'oublier. Il n'y en a pas beaucoup des exceptions dans le jeu, mais celle-ci c'est la seule. La couleur à 4 cartes dans le crib n'est pas possible. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh ben on défausse tout, on remélange tout, on redistribue 6 cartes à chaque joueur, et cette fois-ci le donneur donc, a changé de main, et donc c'est du coup l'autre joueur qui va commencer à jouer. Enfin, c'est moi, du coup, cette fois-ci, qui vais commencer à jouer, et c'est l'autre joueur qui va ensuite révéler son propre crib à la fin, et qui va scorer les points du crib. Okay. Le premier arrivé à 121 gagne, il va gagner 1 point de partie. Si vous le faites en plusieurs parties, par exemple le premier arrivé à 5, sachez qu'il est parfois possible de gagner un peu plus d'un point, notamment lorsque vous faites un skunk. Un skunk, c'est quoi? Donc le skunk en anglais, ça veut dire la moufette, ça veut dire l'animal qui sont pas très bons, donc ça veut dire que votre adversaire pue, littéralement. Donc il y a un petit côté un peu chambreur dans le cribbage. Si vous marquez plus de 31 points d'avance, donc concrètement, si l'adversaire n'a pas atteint la ligne des 90, vous faites un skunk. Ça veut dire que votre partie compte double. Donc si vous jouez avec 1 point par partie, vous en gagnez 2, tout simplement. Donc c'est très souvent représenté sur les planches de cribbage. Donc sur les planches de cribbage, vous avez soit un petit trait qui vous indique le S au niveau des 90. Sur ma belle planche ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais au niveau des 90, ici, j'ai une petite moufette qui est dessinée, voilà, pour nous rappeler que si le joueur ne dépasse pas la fin du pont ici avec le petit S, il est skunké et donc il se prendra une rouste et la honte s'abattra sur toute sa famille et les générations suivantes parce que ça craint un peu de se prendre un skunk, mais malheureusement ça arrive et même au meilleur. Voilà, donc certains après vont faire des variantes additionnelles, comme par exemple le double skunk, lorsqu'on est à 60. C'est pas officiel, c'est pas reconnu par les associations américaines. On va retrouver également une variante assez populaire qui pour le coup est reconnue lorsqu'elle est annoncée en avance dans les championnats, qui est la règle dite du Muggins. Le Muggins va consister à voler les points de l'adversaire lorsqu'il les oublie. D'accord, donc ça peut être pendant la phase de jeu. Admettons, il y en a un, il pose 8, l'autre qui pose 8 et il dit 16. Et s'il oublie de prendre les 2 points de la paire, vous pouvez lui dire Muggins, et vous lui dites pour 2, et vous prenez les 2 points de sa paire qu'il a oublié de compter. Également, pendant la phase de scoring, lorsqu'on va calculer les combinaisons entre ces 4 cartes et la 5e carte, s'il oublie une combinaison, vous pouvez dire Muggins et voler les points de la combinaison. C'est pas une variante très populaire, elle est très populaire, mais pas chez moi en tout cas, parce qu'elle a une tendance au début à ralentir beaucoup le jeu, notamment avec les nouveaux joueurs qui ne savent pas très bien calculer leurs mains, et qui du coup vont tout recompter 15 fois et ça va ralentir le jeu. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas très, très chaud de la variante Muggins. À la rigueur, une demi-variante que j'aime bien, c'est faire Muggins uniquement pour la phase de jeu, parce que c'est plus simple de détecter ces oublis, entre guillemets, et ça met moins la pression aux joueurs, qu'en phase de décompte, où là il faut vraiment tout recompter les 5 cartes et on a toujours peur d'en oublier une et ça stresse les joueurs inutilement. Par contre en phase de play, en phase de pegging, en phase numéro 2, pourquoi pas, ça peut mettre un petit peu de piment, qu'un joueur qui pose un 4, 5, 6, il est content, il a fait sa suite, mais il oublie que ça fait un 15, vous lui volez ses 2 points de 15 et comme ça il est un peu dégoûté. Pourquoi pas, ça peut mettre un petit peu de piment, voilà, donc le Muggins à petite dose, pas chez moi mais pourquoi pas. Et voilà pour les règles du cribbage, donc j'espère que pour vous c'est plus clair, que le jeu a été démystifié. Encore une fois, la planche n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez même aller sur internet, taper cribbage board online, et vous allez trouver des applications, ou même des sites web ou des applications, pourquoi pas, sur les Play Store, sur l'Apple Store, pour compter vos points. Mais nul doute que si vous vous prenez au jeu et que si vous aimez bien le jeu, vous allez finir par vous acheter une planche. Il en existe des très traditionnels, vous allez voir, en forme un peu de zigzag là, ou des trucs un petit peu plus ubuesques, mais voilà, donc le cribbage, un jeu de cartes très sympa, pour 2 joueurs uniquement, et pour des parties d'environ une petite vingtaine de minutes, parfois même moins, ça dépendra vraiment des mains, mais en général une petite vingtaine de minutes.
Voilà, merci beaucoup.